Je vous propose quand même qu'on passe au dernier axe, qui est en plus ô combien important, puisqu'il s'agit de la place, enfin de la participation des usagers justement dans comment on essaie de réduire ces inégalités territoriales de santé et de s'en prémunir. Donc je vais vous laisser la parole, Madame Gousset-Jarnot, justement pour qu'on voit quels exemples en fait de participation d'usagers on peut avoir au sein de projets, de démarches, et comment, bon gré mal gré, quand même l'idée derrière tout ça est de réduire justement ces inégalités territoriales. Alors peut-être avant de démarrer, se dire que les contrats locaux de santé n'ont pas vocation à être connus du grand public. C'est vrai qu'en général, on nous dit on ne connaît pas le CLS. Ce qui nous intéresse, c'est avant tout que les acteurs de santé qui ont vocation à s'impliquer dans la vie du contrat local de santé connaissent cet outil d'animation territoriale. Donc, évidemment, et j'allais dire historiquement, sur Clermont-Ferrand, l'implication des usagers dans le cadre du contrat local de santé, elle n'avait pas été pensée naturellement dès le début. On est aujourd'hui en train de travailler à la prochaine version du contrat local de santé, c'est la 3e. Et après 8 ans d'activité, la place des usagers est en train de s'imposer pour plusieurs raisons. Et elle s'impose de diverses façons, j'allais dire. Aujourd'hui, je me tourne vers mes référents France Asso Santé. Il nous a semblé nécessaire avant tout que les usagers soient représentés dans la gouvernance du contrat local de santé, qui va cadrer ses orientations pour les années à venir et les modalités d'intervention de l'outil contrat local de santé et surtout de tous les acteurs de santé qui souhaitent s'impliquer dans la vie du contrat local de santé. C'est nous aider à identifier ce qui sera pertinent sur le territoire et de quelle façon on va le mettre en place. Et puis évidemment de s'assurer de la réalisation et de l'évaluation de l'impact qu'a le contrat local de santé sur le territoire. Donc c'est nécessaire pour nous d'avoir la parole de l'usager à ce niveau-là, mais c'est nécessaire aussi d'avoir la présence des usagers dans la définition des objectifs du contrat local de santé. Dans le cadre de ce travail qu'on a mené sur une année, on a associé les usagers à différents niveaux, avec des représentants d'usagers, avec les citoyens qui ont été concertés. C'est le cas sur un grand nombre de contrats locaux de santé qui sont en train de se réécrire. Il y a systématiquement la démarche d'aller interroger les habitants, les faire participer à des ateliers thématiques pour avoir leur avis, leur représentation et l'expression directe de leurs besoins. Parce qu'effectivement, quand on échange juste avec les acteurs de santé, c'est un gros travail, mais ça ne traduit pas nécessairement la réalité du terrain. En tout cas, c'est une réalité, mais ce n'est pas tout l'ensemble des visions. Et donc, il était nécessaire d'avoir cette approche pour bâtir ce prochain contrat local de santé. On a mis en place une étude, comme ça se fait souvent, sur l'élaboration des contrats locaux de santé. On a eu 1500 réponses. On était ravis de voir que le sujet de la santé était un sujet déterminant et qui donnait envie aux Clermontois, aux Clermontoises de s'emparer de cette thématique et de donner leur avis, de s'exprimer et de dire de quoi ils ont envie pour les années à venir sur le territoire. On a vu d'ailleurs que dans ce questionnaire, il y a 37% des répondants qui nous indiquent ne pas avoir accédé aux soins comme ils le souhaitaient, avoir renoncé par manque d'accessibilité physique, mais ça c'est à la marge, mais surtout calendaire et réelle, concrète aux médecins et aux autres professionnels de santé, une impossibilité de prendre des rendez-vous. Donc c'est l'ensemble de ces éléments qu'on discute avec les usagers, avec les citoyens, qui vont nous aider à bâtir le plan d'action. Et on a repris des actions concrètes qui ont été proposées par des Clermontois pour d'abord y réfléchir, puis pour certaines avancer clairement sur un travail pluriannuel de mise en œuvre sur le territoire d'action. Des choses très variées, de l'activité physique à des modalités pour identifier, mieux comprendre l'accès aux soins sur le territoire. Donc ça prend des formes très variées. Et parallèlement à ces démarches, on a bien entendu souhaité déjà pour les actions engagées avoir l'appui des citoyens, qui n'étaient pas pensés initialement. Et la ville, indépendamment d'ailleurs du contrat local de santé, a mis en place un observatoire citoyen des transitions, c'est son nom, mais c'est un observatoire de Clermontois, de Clermontoises qui ont envie de s'emparer des sujets
de la politique de la ville et d'évaluer, d'accompagner la ville dans l'identification de ce qui fonctionne moins bien et évidemment de l'adéquation avec les besoins du territoire. Et donc on a proposé un certain nombre de sujets à la connaissance de cet observatoire. Ils ont sélectionné un sujet concernant la santé environnementale, en l'occurrence la lutte contre le moustique tigre, mais c'est à la marge. C'est un sujet évidemment embêtant et c'est sans doute pour ça qu'il y a eu une telle mobilisation sur ce sujet, mais d'autres thématiques auraient pu être sélectionnées sur le champ de la santé. Et d'avoir leur avis et de leur permettre de rencontrer en tant qu'habitants du territoire les acteurs de l'Agence régionale de santé, de notre service communication, les experts qu'on a fait intervenir sur ces sujets et les personnes qu'on a pu former, de leur donner cet espace d'échange, de parole et de compréhension des politiques aussi publiques du territoire pour tout simplement nous aviser de ce qu'il conviendrait de faire à l'avenir sur cette thématique. C'est pour nous une démarche qui est nouvelle mais qui est essentiel dans la vie du contrat local de santé, de toutes les actions de santé. Donc sur le champ, notamment de l'exercice coordonné, c'est quelque chose, évidemment, qu'on souhaite impulser. Alors on n'est pas, nous, gestionnaires, hormis peut-être de ce centre de santé municipal, de toutes les structures d'exercice coordonné, mais amener cette visibilité de la place de l'usager et des possibilités concrètes aussi d'implication de l'usager dans ces structures de soins, d'accompagnement et de leur champ peut-être de prévention, vous en parliez, à développer en lien avec l'usager directement. Ça, c'est des places qu'on peut tout à fait envisager et inciter les différents acteurs à construire avec les habitants des territoires et la collectivité a tous les moyens de le faire puisque nous, on a ces canaux directs d'échange avec les usagers, nos comités de quartier et plein d'autres dispositifs qui sont prêts à s'emparer de ces thématiques. Merci pour cet apport. Et je me tourne une dernière fois vers Monsieur Bidault et Monsieur Bertolini, justement pour voir, vous, de votre fenêtre, quelles sont les marges de manœuvre, en fait, les leviers qui restent encore à activer, justement pour performer dans cette participation des usagers qui est encore en devenir. Alors, cette participation des usagers, moi, je dirais qu'elle est intéressante du point de vue de la prévention, déjà. Ce qu'on a dit, effectivement, tout de suite, m'intéresse fortement parce que, quelque part, pour moi, la santé, ça n'est pas seulement s'occuper du curatif, c'est bien travailler sur le préventif. Et quand je pense à l'alimentation, je pense aux enfants. Si on est sur une politique de la ville, je pense aux cantines, je pense à la scolarité, je pense à ce qu'on pourrait faire à l'intérieur des villes, dans les écoles, pour faire de la prévention auprès des enfants sur du secourisme, par exemple. C'est des petites choses, hein, mais c'est vrai qu'on pense la médecine tout de suite avec un médecin. Le médecin, ce n'est pas toujours celui qui intervient le premier sur un accident. C'est parfois un secouriste. Et dans les secouristes, il n'y a pas que des adultes. Il pourrait y avoir des enfants. Savez-vous que dans les écoles nordiques, on apprend à des enfants de maternelle à faire les gestes de premier secours, à donner les premières informations. Bon, sans aller jusque-là, parce que chez nous, c'est dur de remuer, comment dire, une structure un peu lourde qui s'appelle l'éducation nationale. Mais quelque part, ça serait intéressant de faire travailler, effectivement, cette structure sur la prévention, sur les éléments de prévention alimentaire, en travaillant effectivement sur les aliments dangereux pour la santé, sur ce que je disais tout à l'heure des réseaux sociaux, parce que ça aussi, c'est un vrai problème et un fléau pour les enfants, mais pas que pour les enfants. Également, je crois qu'il y a une politique de prévention. Alors, on essaye de la mener, nous, en tant qu'association de consommateurs. On a, par exemple, des rendez-vous conso avec les gens pour travailler sur ce qu'ils mangent, sur pourquoi ils mangent ça, qu'est-ce qu'il y a d'étiqueté sur un produit, pourquoi le Nutri-Score est une excellente chose et qu'il faut la mettre en avant partout, même si ce n'est pas la panacée, c'est au moins un premier choix intéressant pour les familles et les familles qui ont des difficultés justement à choisir des aliments accessibles financièrement pour leurs enfants. La prévention, c'est aussi travailler sur l'accès financier. C'est sûr que cet accès financier, hein, il y a des restes à charge, il y a des gens qui renoncent aux soins à cause du reste à charge. Ah, c'est que je parle trop longtemps. Alors attendez, hop, regarde. Ouais.
Voilà, ça vient ? C'est revenu. Voilà. Donc, il y a effectivement beaucoup de gens qui renoncent aux soins à cause du reste à charge. C'est un problème vraiment problématique pour de nombreux usagers. Moi, je dirais qu'il y a peut-être aussi... Alors, savez-vous que dans un questionnaire européen, c'est la santé qui est ressortie comme la première demande des Européens. Vous l'avez vu, vous, dans les programmes des candidats à l'élection européenne ? Et pourtant, on vote pour cela dimanche prochain. Mais cette politique de santé qui a été si importante quand on a parlé des vaccins, qui a été si importante quand on parle des médicaments, qui est si importante quand on parle des pénuries, eh bien, quelque part, elle est absente des programmes. C'est bizarre, hein ? Mais quelque part aussi, nous sommes là pour rappeler, je dirais, un petit peu les autorités à leur rôle. Et puis, je crois qu'il y a une coordination à faire. On l'a dit tout à l'heure, il faut effectivement éviter le gaspillage d'argent public. Il faut qu'il y ait une véritable coordination des structures de soins pour être efficace. Merci. Super, Tony. Je ne vais pas faire un exposé de toutes les façons de participer qu'on a et qu'on essaye de faire, de promouvoir dans notre structure, mais globalement, on part de l'idée, en fait, quand on travaille sur cette participation des patients, notre objectif, c'est de dire que, par essence même, si on se met dans une posture de transformer notre action, notre offre de soins, au regard des demandes et des besoins des patients, ce sera par essence le meilleur moyen de lutter contre le non-recours, d'améliorer l'accès aux soins, etc. Et donc, par essence, de lutter contre les inégalités sociales de santé. Globalement, on a trois grandes catégories de participation des patients. La première, c'est la participation ultime, je dirais. C'est on a des patients qui sont dans nos organes de gouvernance. Donc dans la maison de santé, on a notre organe suprême, c'est le conseil de gérance, où siègent 7 professionnels de santé de professions différentes. Et on a un patient qui a été poussé par les autres pour venir porter leur voix. D'un point de vue complètement consultatif, hein, parce que les structures qui portent les MSP ne permettent pas l'entrée en leur sein de personnes qui ne sont pas professionnels de santé au Code de la santé publique. Donc un patient ne peut pas intégrer officiellement la structure et donc sa gérance. Dans notre CPTS, on a là, où c'est une association, on a un trésorier patient qui est là en tant que patient, en tant que représentant des patients. Voilà, donc c'est sur la partie gouvernance où vraiment l'idée c'est de participer à la prise de décision globale qui prenne vraiment les décisions qui orientent l'action de la structure. Après, on a des patients qui sont ce qu'on appelle les patients experts. Typiquement, on a un ancien d'AFD, donc de l'association France Diabète, qui participe à nous. On porte un programme d'éducation thérapeutique du patient sur le diabète et le risque cardiovasculaire, et il accompagne les patients dans ce programme-là, et qui ramène du coup toute son expertise et son expérience d'une vie avec le diabète, ce qui, nous, en tant que professionnels de santé ou ça, nous ne connaissons pas, avons la chance de ne pas connaître. Et puis après, on a tous ces patients qui participent à des projets. On a la chance de porter un certain nombre de projets, notamment beaucoup de projets de prévention. Et systématiquement, la première étape, avant même de se demander, la première étape, une fois qu'il y a une thématique qui ressort, d'où qu'elle vienne, que ça soit porté par des patients, que ce soit porté par des professionnels de santé, que ce soit même porté par des partenaires, etc., la première chose qu'on fait, c'est qu'on va interroger sur la thématique les personnes de notre patientèle et de notre quartier. En disant, j'ai l'exemple, on est en train de construire un projet sur l'accompagnement à la parentalité, qui est dans notre quartier où on a beaucoup de familles monoparentales, où on a beaucoup d'enfants en bas âge. C'est une population qui est très représentée, les parents de jeunes enfants. Et donc on travaille avec les maternelles et avec les crèches, et il y avait ce truc de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire dans l'accompagnement à la parentalité pour toucher la santé des enfants ? Très bien, c'est revenu. La première chose qu'on a fait, ça a été de distribuer des questionnaires, d'aller devant les crèches avec nos questionnaires, interpeller les parents. Ça a été de poser des questionnaires dans tous les cabinets, d'interroger comme ça, etc. Ça nous permet après, alors
on triche tout le temps parce qu'à la fin, on dit si ça vous intéresse, est-ce que vous êtes OK pour faire des entretiens et pour commencer à travailler avec nous aider un peu plus en amont, ce qui nous permet de recruter des patients justement partenaires qui vont travailler plus en amont. Mais rien que cette première étape, d'avoir un point de vue autre que le nôtre, nous permet de construire un programme qui sera a priori plus préhensible par les personnes concernées, qu'on voudrait concerner. Très bien, merci. On va laisser la parole à l'Assemblée, justement, au sujet de... Voilà, Hop. Une, deux, c'est bon. Ouais, super. Alors, une, deux... Ouais. Hop. Bonjour et merci pour les interventions. Laurent Briot, je représente ici l'Université des patients de Grenoble-Alpes. Et je suis un peu étonné de ne pas avoir beaucoup entendu parler pendant 3 heures de la place des patients partenaires, des patients formateurs, des patients experts. Ce qu'on essaye de faire au département universitaire patients de Grenoble-Alpes et qui s'est transformé récemment en association est une expérience extrêmement intéressante, d'autant plus intéressante qu'elle est bousculée par le pouvoir médical, puisque si on a viré du modèle universitaire au modèle associatif, c'est bien parce que le monde médical n'a pas tellement voulu de nous. Donc je crois que c'est un peu dommage dans ce genre d'assemblée de réserver si peu de temps à cette dernière partie qui est passionnante. Et je vous remercie néanmoins d'avoir commencé à l'aborder, mais il faudrait rester cet après-midi. Oui, je pense que sur la clôture, on a quelques petites contraintes. Vous voulez répondre tout de suite ou on pose la deuxième question? Deuxième question? Alors, oui. Bonjour, Claudia Diaz, chargée de projet à l'IEPS Auvergne-Rhône-Alpes, donc l'instance régionale d'éducation et promotion de la santé. Je travaille pas mal avec les acteurs du terrain et j'avais 2 questions. Une question avec 2... Et donc, nous faisons face à une génération de transition. Donc, les villages préventifs, ils arrivent, mais on est un peu entre une population vieillissante, et des affections de longue durée qui arrivent de plus en plus tôt, et une injonction d'agir en prévention primaire assez tôt. Parce qu'en fait, nous voyons très bien que nos enfants et nos jeunes, il y a un besoin d'agir. Cependant, nos moyens vont sur nos urgences et de moins en moins sur cette question d'éducation et promotion de la santé. Et on les voit très bien avec les dispositifs, certains qui sont beaucoup plus financés, d'autres beaucoup moins. Mais bon, ça c'est une discussion de fond. Mais je pense qu'il y a une question assez posée en tant que société, comment on va envisager cette transition aussi financière, sociétale. Donc nous sommes face à 3 grands sujets et nous devons agir en même temps sur les 3. Et nous sommes très focalisés sur la question médicale, comme M. Vidot le répète toujours, sachant que si nous n'agissons pas aujourd'hui sur l'éducation et la promotion de la santé, nous n'allons pas nous en sortir. Donc c'est un enjeu, c'est une impasse, mais je pense que c'est une réflexion sociétale assez posée. Je ne sais pas si on aura la réponse aujourd'hui. Et je passe sur la question des contrats locaux de santé. C'est un outil vraiment de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé. Donc, Madame Josette Diarnaud, qui travaille à Clermont-Ferrand, l'a bien présenté. Mais nous faisons face également à ces inégalités territoriales par rapport au CLS. Et donc, aujourd'hui, à partir de décembre 2023, la participation des citoyens est dans les codes de santé publique dans les CLS, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, à partir de décembre 2023, c'est écrit dans les codes de santé publique que les usagers et les personnes en situation de précarité et en situation de handicap doivent faire partie des dispositifs. Et nous ne savons pas nécessairement comment les faire à différents niveaux. Donc, les villes qui ont toute l'expérience des ateliers santé-ville capitalisent sur les conseils des quartiers, sur la mobilisation territoriale. Mais les territoires ruraux, aujourd'hui, se posent la question comment on va travailler cette question-là. Et là, j'invite France Asso Santé à réfléchir ensemble parce que c'est un nouveau défi, donc je lance la perche. Mais voilà, je pense que plus des questions que je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais que je pense qu'il faut se poser en collectif pour faire face à ces nouveaux défis préventifs. Merci beaucoup. On s'arrête là, 2 questions. Très bien. Je vous rejoins effectivement sur ce que vous partagez sur les contrats locaux de santé et sur
à l'échelle régionale, en tout cas, il y a en effet une inégalité de développement des contrats locaux de santé. Des territoires sont d'ailleurs la métropole clermontoise n'est pas couverte actuellement par un contrat local de santé. Donc effectivement, il y a des territoires qui ne sont pas couverts, d'autres où ce sont des dispositifs qui sont particulièrement ancrés de façon historique sur les territoires, et d'autres où c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc effectivement, la dynamique et le lien avec les usagers n'est pas du tout la même, et la possibilité, en fonction du territoire, de ses ressources et de ce qui est déjà existant, de travailler, de collaborer avec les usagers est fortement dépendante à cela. Donc en effet, on a la chance d'avoir ces dispositifs que vous avez cités sur le territoire clermontois, donc on s'en estime tout à fait chanceux. Après, effectivement, la question sur les territoires plus ruraux, elle se pose néanmoins sur le territoire du Puy-de-Dôme. On a un partenariat avec l'Université Clermont-Auvergne qui a amené des étudiants à venir s'emparer de cette thématique pour voir de quelle façon les usagers sur les territoires ruraux peuvent s'impliquer dans la vie des contrats locaux de santé. Donc, à différentes échelles de densité de population, cette question se pose, et en fonction des ressources, forcément, les solutions seront différentes, et avec sans aucun doute, en fonction des territoires, des idées variées autour de l'implication de l'usager sur la vie des contrats locaux de santé. Mais quoi qu'il arrive, la finalité est la même, et l'objectif, c'est aussi l'idée du contrat local de santé, c'est de faire en fonction de la nature des territoires et de ses besoins. Donc ça sera sans aucun doute des actions différentes sur les territoires, mais cette incitation, elle était sans doute nécessaire, et tant mieux. Après, effectivement, durablement, comment ça va se traduire, et quelle place laisser pour autant, parce qu'on peut afficher les choses, mais quelle place concrètement laisser aux usagers, ça c'est un autre sujet. Merci. Et sur la partie patient, expert, ressources, peut-être si quelqu'un veut apporter un complément. Moi, c'était sur la question du virage préventif. Pardon. En plus des difficultés que vous avez mentionnées, je rajouterais le fait que, par essence, l'impact de la prévention ne se mesure qu'à très longue échelle. On peut toujours espérer grappiller, faire l'évaluation de projet, l'évaluation d'impact à court terme et se donner une idée qu'a priori ça devrait fonctionner, mais on ne mesure réellement l'impact que des années. Ce qui fait que là il n'y a que un point politique fort qui pourra faire que ça change. Il n'y a que justement le jour où une candidature présidentielle, je pense qu'il faut que ça en soit là, qui dise il faut qu'on acte ça clairement, et que cette réflexion sur comment on alloue les financements se fasse d'un point de vue différent. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir rajouter de l'argent. En fait, il va falloir financer la prévention de manière autonome pour espérer à terme avoir un impact sur le financement de la sécurité sociale, et que les comptes se rééquilibrent. Montage, je n'ai pas d'idée sur quel montage il faudrait que ça soit financièrement, mais on ne peut pas imaginer faire de la prévention ambitieuse à fond commun en ayant une qualité des soins qualitative à l'heure actuelle. Très bien, Monsieur Bidault, oui. Je voulais simplement ajouter quelque chose. Savez-vous que la publicité télévisée, à un certain moment, aurait dû dégager des fonds qui étaient destinés à des spots de prévention? C'était prévu. Maintenant, vous avez vu, la prévention, c'est attention, ne mangez pas trop salé, sucré, ou alors ne buvez pas trop d'alcool, etc. Enfin, vous savez que France Santé, d'ailleurs, déclenche une campagne là-dessus au niveau de la publicité pour les enfants. Mais quelque part, je dirais que la prévention, on a essayé. Les pouvoirs publics l'ont arrêté, l'ont empêché. À un certain moment, les députés l'ont empêché aussi parce qu'ils n'ont pas voté les mesures qui étaient proposées. Donc, toutes ces mesures de prévention, c'est effectivement des politiques courageuses qui doivent être menées au niveau national, régional, départemental et local. Partant des villes, peut-être qu'on y arrivera mieux. Quant aux patients experts, n'est-ce pas? Parce que c'était votre question. Les patients experts, je pense qu'ils ont toute leur place dans la santé. Quelque part, il faut aussi peut-être mieux définir leur place dans la santé en leur donnant peut-être un statut et qu'on définisse au niveau réglementaire ce qu'ils peuvent faire à l'intérieur des structures. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a déjà les représentants d'usagers qui ont leur rôle dans la démocratie en santé.
Moi, je dirais que les patients experts peuvent apporter, bien entendu, leur éclairage, leur rapport par rapport, je dirais, à d'autres patients, pourquoi pas, hein. Mais il faut mieux définir peut-être leur place par rapport aux structures de soins, aux structures de santé actuelles, pour qu'ils puissent donner leur pleine efficacité sans qu'il y ait une certaine distorsion de l'utilisation de ces patients experts par certaines structures d'hôpitaux, par exemple, hein, à la place des représentants d'usagers. Et ça, c'est un problème. Très bien, merci. Merci à vous 5, à nos intervenants, qu'on va applaudir chaleureusement. On a eu beaucoup de chance que vous soyez en présence et que vous nous fassiez ces précieux retours d'expérience, etc. Un grand merci.